tout le monde et merci d'être présent, d'être encore au rendez-vous pour ce tout dernier épisode de la saison 1 de mon nouveau projet Les Émergents. J'ai tellement eu de fun, j'ai tellement de fun aussi à vous entendre, m'envoyer des messages vocaux ou vous lire suite à l'écoute des épisodes. C'est vraiment touchant ce qu'on tisse ensemble tranquillement. Puis j'ai déjà hâte à la reprise de la saison 2. Donc ça va être en septembre parce que d'ici là, moi j'ai besoin d'une grande pause cet été pour, je dirais, me concentrer surtout à nourrir d'autres parties de mon être. Je pense que c'est très important quand on fait des projets comme ça. C'est ça, de pas juste focusser là-dessus puis d'aller nourrir autre chose, puis qu'il y aura des répercussions aussi sur mes idées, sur mon énergie. Donc, j'ai très, très hâte de ça. Et donc, aujourd'hui, pour ce dernier épisode, j'avais annoncé une exploration de livres, mais finalement, c'était pas ce qui me semblait le plus juste. J'ai eu envie de fermer la saison avec un épisode un peu plus personnel. En fait, vraiment plus personnel, je m'en rends compte. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous plonger dans une ambiance un peu plus informelle, je dirais, parce que j'ai envie de vous jaser et de me révéler un peu plus à vous, je dirais. Parce que j'ai réalisé récemment que ceux qui m'ont le plus aidé à cheminer, ce sont des gens qui ont osé partager publiquement des pans de leur histoire, des histoires profondes, pas toujours reluisantes. Puis, il y a une partie de moi qui jugeait ça un peu avant. Je voyais ça un peu comme une espèce d'exposition. Puis, tranquillement, ça se transforme. Puis, je vois davantage aujourd'hui tout le cadeau derrière ça. Faire profiter aux autres de la récolte de sagesse qu'une expérience ou qu'une épreuve a eue pour nous, tu sais. Et surtout, ce qui est beau dans une histoire, c'est qu'elle est holistique, dans le sens que c'est pas comme un paquet de données intellectuelles exprimées hors contexte. Dans une histoire, ça met en action du vrai monde qui vivent des vraies affaires, régis par les vraies lois de l'univers, avec des vraies émotions, puis des vrais impacts. Et donc, on partage des clés importantes pour les autres en évitant de sursimplifier aussi un phénomène. Puis surtout, je pense que des histoires, dans le fond, ça peut servir de miroir, de reflet pour ceux qui reçoivent ces histoires-là. Puis je crois que ça, c'est vraiment un processus très, très puissant. Au-delà d'être une éducatrice, je suis aussi une femme qui cherche à être intentionnelle, à être cohérente, qui cherche une vie qui fait du sens. Puis cette femme-là, elle rêve de fonder une famille depuis vraiment longtemps. Puis j'ai envie de vous parler un peu de ça aujourd'hui, de vous expliquer pourquoi je ne suis pas encore mère. Fait que je vais partir le bal avec une petite histoire, puis je ne vais pas entrer dans les détails là, parce que ça concerne d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement donné leur consentement pour que je partage ça publiquement, ce qui est un peu touché. Puis en même temps, je pense que je me sens légitime de partager ce que moi, ça m'a fait vivre, puis ce que moi, j'ai vécu à travers ça. Et donc, début vingtaine, j'ai rencontré une personne, un homme, qui était tout comme moi, passionné d'éducation, pour qui c'était vraiment clair le projet de parentalité. Et les deux, on était en couple à ce moment-là avec d'autres personnes. Puis à travers une conversation là, purement intellectuelle, on s'était dit à la blague, coudonc, si dans 10 ans, on est rendu célibataire puis qu'on n'a pas d'enfants, on pourrait bien avoir des enfants ensemble. Ça a l'air à cliquer à ce niveau-là, tu sais. Puis, 4 ans plus tard, la vie a fait en sorte que
cette personne-là, puis moi, nos routes se sont croisées, on était célibataires, puis on a vécu un moment d'intimité dans lequel il y a un enfant qui a été conçu tout de suite. Et ça, malgré la protection, donc préservatif, pilule du lendemain. Elle voulait fort, cette petite âme-là, j'ai envie de dire. Puis je pense que nous aussi, inconsciemment, on voulait fort. Mais c'est ça, tu sais, on se connaissait à peine. On n'était pas en couple. On n'avait pas un sou en poche. Moi, j'avais pas vraiment d'emploi. Lui, il était aux études. Fait que ça a été tout un vortex, cette période-là. Tu sais, beaucoup de culpabilité, beaucoup de doutes. J'étais très alarmée. Lui aussi. Puis après quelques jours déchirants, on a décidé de laisser aller bébé. Ça a été vraiment un grand moment dans ma vie. Puis en même temps, ça a été un moment très important face à mon désir de parentalité parce que, premièrement, ça m'a donné un coup d'humilité incroyable. On dirait que j'ai comme pardonné tout à mes parents d'un coup, là, tu sais, comme j'ai réalisé à quel point c'était complexe, puis à quel point c'était une responsabilité incroyable d'avoir un enfant, puis qu'on dirait que j'ai tout compris comment mes parents avaient fait leur mieux, tu sais, fait que ça a été beau à cet endroit-là. Puis en même temps, ça me fait voir où j'étais pas prête à être mère. Fait que ça a fait un peu le même effet à mon partenaire. Puis suite à cet événement-là, on est devenu un couple. On a décidé de s'allier ensemble, de se mettre en action, puis de faire tout ce qu'on pouvait pour se préparer à être parents. C'était vraiment le focus de notre relation. Fait que moi, je suis retournée aux études en me disant que je devais prendre soin de mon besoin de sécurité, que j'avais beaucoup négligé, que je dévalorisais beaucoup. Tu sais, je voyais ça comme une faiblesse d'avoir besoin de sécurité. Quand je vous dis que je n'étais pas prête à être mère. Puis là, justement, je me suis dit, OK, c'est le temps que je réalise que ce besoin-là, il fait partie de l'écosystème, pas pour rien, il est important. Et c'est ça, à travers les 5 années suivantes, on a mis des sous de côté, on a placé nos pions pour pouvoir réaccueillir cette petite âme-là dans un contexte plus propice, j'ai envie de dire. Puis, quand on s'est senti prêt, on a déménagé en campagne avec la ferme conviction d'enfin pouvoir fonder notre famille. Puis, je me sentais prête à un certain niveau. On se sentait prêt, mon partenaire de l'époque et moi. On avait quand même une relation de 5 ans dans la cravate. On était 2 bons fonctionnaires du gouvernement. On vivait dans une belle maison en nature. On avait la famille proche, puis tout le patatras. Et donc, on s'est lancé et je suis tombée enceinte très rapidement, genre tout de suite. Et si une grossesse annonce automatiquement une nouvelle vie, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle allait suivre. Et donc, comme je vous ai dit, j'avais souvent rêvé à ce moment-là, imaginé ce moment-là où j'allais voir les 2 petits traits sur le test de grossesse. La première fois que c'était arrivé, ça avait été tout un choc pour moi. Là, je vous épargne les détails, mais ça a été marquant, ce moment-là. Puis en même temps, cette fois-là, j'avais eu le temps d'anticiper un peu comment j'allais me sentir. Puis effectivement, j'ai ressenti vraiment une immense joie, là. Mais ce que je ne m'attendais pas à vivre, c'est que cette joie-là, elle était accompagnée d'une angoisse immense. Puis cette angoisse-là était tellement immense qu'elle a fini par écraser le beau, la joie. Puis malheureusement, cette angoisse-là, elle m'a pratiquement pas lâchée pendant les 10 semaines
où mon petit bébé, là, il est resté avec moi. Parce que oui, vous vous en doutez, hein, si je suis pas parent, c'est que finalement, j'ai perdu bébé. Puis, si c'est un sujet sensible pour toi, la fausse couche, je t'invite à t'arrêter ici parce que il va en être question dans les prochaines minutes. Donc, j'ai été enceinte pendant 10 semaines. J'ai été angoissée pendant 8 semaines peut-être, pratiquement du début à la fin. Avec un peu de recul, je dirais que j'ai été alarmée à ce point-là pour plusieurs raisons. D'abord, je pense simplement qu'il y avait la peur de l'inconnu pour mon système. Puis j'aurais tellement voulu tomber avant sur un partage de Gordon Neufeld où il explique à quel point il est normal pour une femme enceinte d'être alarmée. Puis il faut absolument éviter de pathologiser ces sensations-là, puis de commencer à dire « Oh mon Dieu, je souffre d'anxiété généralisée ou d'un trouble anxieux, etc. » Parce que ça empire le problème. Puis moi, personnellement, c'est absolument ça qui s'est passé. J'ai commencé à me taper sur la tête. Je me trouvais folle, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai commencé à angoisser parce que je me disais que je faisais du mal à mon bébé en étant aussi angoissée. C'était vraiment, vraiment l'horreur. Honnêtement, c'était pas le fun. Puis je m'attendais tellement pas à vivre ça. C'était un clash immense avec toute mon envie puis mon désir d'être mère, tu sais. Puis, comme j'avais fait beaucoup de recherches aussi, je me mettais beaucoup de pression à atteindre la perfection. Puis, ce qui arrive, c'est que la grossesse, elle est venue amplifier ma réalité. Fait que je voyais tout ce que j'aimais pas de ma vie, tout ce qui était pas parfait. Puis je voyais tout ce qui faisait pas de sens pour moi dans cette vie-là que je m'étais bâtie dans les 5 années précédentes. Surtout, finalement, pour offrir de la stabilité, de la sécurité à bébé. Mais j'avais aussi mis de côté plein de choses super importantes pour moi. Puis je le vivais un peu comme une fatalité. Je me disais, voici, c'est ça la vie que tu vas offrir à ton bébé, puis c'est vraiment pas suffisant. Puis moi, là, cette pensée-là de sentir que je suis pas assez, que c'est pas suffisant, c'est fort chez moi. Peu importe dans quel projet je vais m'impliquer, ça remonte souvent à la surface puis ça s'active. Puis finalement, il y avait la peur immense de perdre bébé. Puis c'est probablement ce qui m'a le plus surpris. Là. Dès que j'ai eu bébé en moi, j'ai automatiquement eu une peur viscérale de le perdre. J'avais jamais eu de gens autour de moi là, qui avaient vécu une fausse couche puis qui en avaient parlé ouvertement. Puis je savais pas honnêtement que c'était fréquent à ce point-là. Tu sais, quand j'ai commencé à lire sur le sujet, c'est ça, j'ai réalisé que c'était quand même fréquent. Fait que j'ai commencé à réaliser ça au moment où j'avais peur de le perdre, ce qui était comme vraiment un mauvais mix. Pour vrai, c'était intense. Dès que j'allais aux toilettes, j'étais stressée de regarder le papier de toilette. J'attendais le moment où j'allais voir du sang sur le papier. J'avais peur aussi de ne pas manger assez bien, de ne pas manger assez, qu'il manque de nutriments, de faire trop de sport, pas assez de sport. Dès que je ressentais une émotion négative, inconfortable, je me disais que j'étais en train de l'influencer. Pour vrai, là. C'était tellement difficile. Quand tu vis enfin ce que tu penses qui va t'amener tellement de joie puis que c'est un véritable calvaire, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à vivre. Fait qu'un jour, je suis allée aux toilettes. Puis le cauchemar a commencé à devenir réalité. Il y avait effectivement du sang
comme dans ma vision, sur le papier de toilette. Puis j'ai juste su instinctivement que c'était la fausse couche qui commençait, même si ma sage-femme me disait que c'était pas nécessairement ça. Moi, j'étais comme, parce que je l'ai appelée, puis j'étais comme, non, je feel que c'est ça qui se passe, tu sais. Puis elle était comme, elle m'a vraiment fait confiance là-dedans. Mais encore une fois, c'était vraiment des émotions mitigées. C'était comme, pour vrai, une souffrance immense. Puis comme accompagnée d'un soulagement immense. D'abord parce que je constatais que c'était finalement pas si irrationnel que ça, là, que je savais que ce bébé-là, il y avait quelque chose qui tournait pas rond, qui était pas bien. Mais aussi parce que les 10 semaines m'avaient permis de voir où moi, j'étais pas bien dans ma vie. Puis l'image que j'ai donnée à mes proches dans cette période-là, c'est que c'est comme si cette petite âme-là était venue comme lever un grand tapis sous lequel j'avais balayé tout ce que je voulais pas affronter de ma vie, tu sais, comme du gros déni. Puis que toute cette poussière-là me revolait maintenant au visage. Les mois suivants, ça a vraiment été d'affronter, ou du moins adresser, un grain de poussière à la fois. Ce qui n'a vraiment pas été facile. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a mis fin à ma relation avec cet homme-là. C'est vraiment pas facile à 30 ans de se séparer de la personne avec qui on avait prévu faire une famille, surtout quand c'est un de nos plus grands rêves. Puis en même temps, c'était comme juste rendu une évidence que c'était ça qui devait arriver. Fait que c'était un énorme vertige. Puis je dois dire que j'ai eu peur que ça allait mettre fin aussi à ma possibilité d'être mère, tu sais. Même si aujourd'hui, je sais que c'était pas rationnel, mais ouais, c'était vraiment un moment pas facile. Je rentrerai pas dans les détails de la fausse couche, mais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, de savoir comment ça se passe, comment j'ai vécu ça, parce que moi, je l'ai vécu de façon naturelle, laissez-le moi savoir, puis peut-être que je trouverai une façon de partager ça avec vous. Et donc, cette petite âme-là, je dirais, ça l'a pris peut-être 7 jours vraiment vivre le processus physique, mais il y avait tout l'aspect émotionnel, spirituel qui se déroulait en même temps. Puis en partant, le message qui est devenu clair pour moi puis qui est imprégné dans mes cellules aujourd'hui, c'est « Maman, l'important pour moi, puis ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de vivre avec une femme qui est bien, qui est épanouie, puis qui est heureuse. » J'ai l'impression que c'est comme tellement cliché de le dire, mais vrai, je le dis, puis je vois comment vous pouvez le recevoir, mais je l'ai ressenti dans mon corps d'une toute autre façon. Ça a tellement été un soulagement là, de recevoir ce message-là. Puis ce qui est beau, c'est que dans les dernières années, je comprends de plus en plus intellectuellement aussi l'importance de ça. Puis c'est ça, j'ai réalisé que comme mon focus dans les 5 années avant la perte de bébé numéro 2, c'était le fait donc d'avoir le bébé, je me suis comme un peu rigidifiée, j'ai délaissé plein d'éléments vivants, importants de ma vie, justement pour honorer cette sécurité, cette stabilité-là, ce qui est absolument honorable d'une certaine façon. Et je crois que cette sécurité et cette stabilité-là sont sincèrement importantes. Puis je suis pas en train de dire c'est comme ah non, la sécurité, la stabilité, c'est pas important. Dans le fond, si tu es heureux, si tout ce que l'enfant a besoin. Non, c'est pas ça non plus que je dis. Mais si la joie est sacrifiée pour faire de la place uniquement à la sécurité, je pense pas que le plan soit top non plus. Puis
j'ai tellement pleuré quand j'ai compris que l'idée, c'était de se mettre de côté pour accueillir un bébé, puis qu'au contraire, on avait besoin d'être pleinement là. C'est tellement devenu clair pour moi que plus que ce que j'allais faire pour cet enfant-là, ce qui était vraiment important là, c'était de voir ce que j'allais être en tant que principal mentor pour cet enfant à devenir là. Puis ça reste une motivation pour moi, tu sais. Je pense que de plus en plus, je fais de la place à la femme que je suis, mais pour moi, c'est comme si l'idée d'être mère, c'est une grande motivation par rapport au fait de mûrir puis de devenir une personne plus cohérente, plus heureuse, justement. C'est une de mes motivations. Je sais qu'il en existe plein, mais moi, ça reste au cœur de ma vie. Fait que depuis, je me suis attelée à essayer de tricoter une vie qui fait plus de sens pour moi. Puis je dois dire qu'en ce moment même, là, je récolte de bien beaux fruits qui me donnent beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, je suis tombée en amour. Et je suis en couple de nouveau. J'ai eu d'autres défis. C'est clair, j'ai eu d'autres défis. J'aimerais vous dire que depuis, je marche un chemin qui est 100% cohérent. Je ne suis pas retombée. Non, tu sais. Okay, c'est certain que j'ai encore des faiblesses, puis il y a plein d'ajustements à faire. Mais de plus en plus, je mets en place dans ma vie des choses qui sont vraiment savoureuses pour moi. Puis justement, une des choses savoureuses, c'est cette relation-là avec ce nouveau partenaire avec qui j'ai vraiment l'appel de marcher un jour sur le chemin de la parentalité, même si on n'est pas tout à fait là encore. Mais notre rencontre est profondément transformatrice pour moi, pour lui, puis je serais vraiment honorée puis confiante de partager cette expérience-là avec lui. Donc, j'ai assez de vécu pour savoir qu'on ne peut jamais prédire l'avenir, mais en tout cas, dans mon cœur en ce moment, ce serait vraiment un souhait. Mais d'ici là, donc, mon focus pour préparer ma maternité va être différente. Dans le sens que je veux encore mettre le focus sur ces éléments-là un peu plus matériels, la sécurité, la stabilité, c'est important. C'est important aussi de s'informer sur différents sujets variés avant de devenir parent. Puis mon podcast sert à ça, entre autres. Mais j'ai envie de vous partager brièvement les 3 essentiels sur lesquels j'ai envie de me concentrer actuellement, plus au niveau personnel, de la femme que je suis. C'est comme les 3 essentiels qui ont plus attrait avec ce que j'ai envie d'incarner en tant qu'individu auprès de ces potentiels enfants-là. Puis même si, finalement, j'ai jamais d'enfant, j'ai envie d'incarner ça auprès de ma communauté. C'est ça que je trouve beau, c'est que maintenant, j'ai comme un lâcher prise là-dessus, puis je me dis, OK, peu importe, tu vas pas juste influencer des enfants dans ta vie, tu vas aussi influencer des gens autour de toi. Fait que le premier focus que j'ai envie d'avoir, c'est le fait de devenir une femme détendue. Puis cette idée-là, c'est parti d'un texte sur lequel je suis tombée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Peut-être que ça s'est passé aussi dans votre chambre d'écho. Donc, c'est un texte de Nicola Jane Hopes. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un texte anglais que j'ai envie de vous lire, mais que j'ai traduit en français. Et qui parle du concept d'être donc une femme relaxe, une femme détendue. Puis ça a tellement résonné fort en moi. J'ai vraiment eu la conviction à ce moment-là que c'était quelque chose qui devait devenir central pour moi, que j'avais vraiment envie de nourrir. Et ça va comme suit. En grandissant,
je n'ai jamais connu de femmes détendues. Des femmes qui réussissent? Oui. Des femmes productives? Beaucoup. Des femmes anxieuses, effrayées et constamment désolées? Une panoplie. Mais des femmes détendues. Des femmes à l'aise. Des femmes qui ne découpent pas leur journée en tranches d'une demi-heure de productivité. Des femmes qui privilégient le repos, le plaisir et le jeu. Des femmes qui n'ont pas peur de prendre de la place dans le monde. Des femmes qui s'accordent la permission inconditionnelle de se détendre, sans culpabilité, sans excuse, sans avoir l'impression qu'elles ont besoin de le mériter. Je ne suis pas sûre d'avoir jamais rencontré une femme comme ça, mais j'adorerais en devenir une. Je trouve ça puissant. Ça résonne dans chaque cellule de mon corps. Puis si j'étais en mesure, dans les prochaines années, de marcher ce chemin-là, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose de l'ordre d'une réussite pour moi, là, même si ça peut paraître un peu ironique parce qu'on parle justement de sortir un peu de la productivité puis de ce paradigme-là de réussir sa vie ou de rater sa vie, tu sais, mais je veux aller vers là. J'ai envie d'être un modèle comme ça, puis pour vrai, j'ai comme beaucoup de croûtes à manger. Je suis une petite nerveuse, moi. Les femmes dans ma vie aussi étaient nerveuses, remplies d'amour, mais nerveuses. Puis, ouais, il y a quelque chose en moi qui se dit si je pouvais apprendre justement à me détendre davantage. J'ai commencé à explorer beaucoup comment le système nerveux fonctionne. Donc, comment venir détendre aussi mon système nerveux par le corps, par des approches plus somatiques. Je suis en train d'explorer cette part-là de mon être. Puis, ça fait un bien fou. Et je pense que justement, on peut pas mettre de l'avant cet objectif-là sans réfléchir à notre façon de vivre. Puis c'est quelque chose que je fais beaucoup depuis que je suis arrivée ici dans les cantons de l'Est. J'ai des gens autour de moi qui ont le même genre de réflexion. Donc, ça fait vraiment du bien. Donc, pour l'instant, j'essaie de m'accorder plus de temps, justement, de pause, c'est niaiseux, mais je me laisse le droit de dormir plus souvent, de faire des siestes. Et en fait, ça va m'amener au deuxième point. Je me laisse plus de temps de jeu aussi. Puis, une des choses que j'ai vraiment envie d'incarner pour mes futurs enfants puis ma communauté, c'est d'être une femme qui joue. Puis aussi une femme qui fait des affaires avec ses mains, qui a des passions. Je trouve que ça va ensemble tout ça, parce que premièrement, je trouve que c'est une façon de se détendre, clairement. Mais oui, j'avais la réflexion dernièrement de me dire, mais là, ma passion, c'est l'éducation, puis souvent, je me retrouve à consommer cette passion-là, tu sais, devant l'ordinateur ou devant un livre, mais tu sais, en écoutant le documentaire « Être et devenir », j'ai réalisé que souvent, les parents, en fait, ils incarnaient un être humain vivant puis émergent, donc un être humain qui est curieux, qui a des passions, qui crée. Plusieurs d'entre eux étaient donc des artistes, notamment. Puis je me suis dit, mais moi, mes enfants, ils vont me voir faire quoi? Tu sais, puis ça a été vraiment, vraiment important ce moment-là. Et j'aime profondément faire de l'artisanat dans la vie. En fait,
j'ai délaissé énormément cet aspect de ma personne. Puis là, je sens tranquillement que je veux retourner vers là. Je veux que mes enfants me voient les mains sales, en train de teindre des tissus avec des fleurs. Je veux que mes enfants me voient tricoter. Je veux que mes enfants me voient cuisiner. C'est très important pour moi d'incarner, c'est ça, une femme qui prend le temps de vivre puis qui donne de l'espace au jeu. Récemment, justement, je me suis donné l'objectif de faire plus de place à des moments où juste j'allais faire quelque chose sans but, que c'était vraiment le processus qui comptait plus que le but ultime. Fait que, dessiner pour rien, sans le montrer à personne. Écrire de la poésie aussi, que je vais pas nécessairement lire à personne. Pas que c'est correct si à un moment donné, tu as envie de partager, mais là, c'était vraiment comme l'idée de réduire ça simplement à un jeu. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai essayé des nouvelles choses, comme je suis allée faire du patin vintage là, avec 4 roues dans un patinodrome. C'était vraiment cool. J'allais voir des shows, chanter, faire du karaoké, me réveiller avec mon amoureux, puis de faire du karaoké, danser, de jouer, de prendre le temps de se détendre, de faire des soirées de jeux de société avec des amis. C'est ça. Moi, j'ai envie que mes enfants voient ça parce que le jeu, c'est tellement un des dispositifs naturels qui nous aide à nous réguler en tant qu'être, à vivre nos émotions. C'est tellement important que si, en fait, on fait de la place au jeu comme un élément absolument sacré de notre quotidien, j'ai espoir que, justement, ça va encourager les enfants à ne pas délaisser le jeu à travers le temps. Puis, je pense que même les enfants d'aujourd'hui, c'est assurément un sujet qu'on va discuter dans le futur, mais le jeu libre est de plus en plus rare dans le quotidien des enfants. Fait que moi, j'ai envie de donner l'espace à mes enfants de jouer, mais j'ai envie aussi de leur montrer puis d'incarner un parent qui valorise profondément le jeu. Puis je pense que le travail aussi est important, puis qu'en même temps, on peut travailler dans un esprit ludique, puis avoir du fun, puis pas tout scinder, que le jeu, ce soit simplement un espace de détente. Je pense que tu peux faire de la place au jeu dans tellement d'aspects de ta vie, puis que ça peut être central. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de mettre mon focus, puis je suis vraiment pas arrivée au bout. Je vois encore, c'est ça, la part de moi qui parfois veut beaucoup focuser sur le résultat, puis qui se sent coupable de prendre du temps pour jouer, pour faire quelque chose qui n'est pas productif. Mais tranquillement, je vois ces pensées-là émerger, puis je trouve ça beau de me donner l'espace, justement, de commencer à transformer mon rapport avec ces croyances-là puis ces pensées-là. Et la dernière chose que j'ai vraiment envie de cultiver au niveau plus personnel avant d'être prête à avoir des enfants avec mon partenaire, c'est le fait d'incarner une femme qui embrasse sa vulnérabilité. Puis je réalise que la vulnérabilité, c'est un sujet de plus en plus discuté dans certains réseaux, du moins en tout cas dans ma chambre d'écho à moi. C'est bien fort. Et moi, la vulnérabilité, je l'ai surtout abordée dans une perspective plus intellectuelle. Par exemple, en vous transmettant de la matière, parce que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est vraiment important dans le paradigme de Gordon Neufeld. Mais moi, personnellement, dans ma vie, j'ai envie de faire un pas vers elle parce que j'ai réalisé quand même récemment que je suis quelqu'un qui a peur de la vulnérabilité. Puis ça a été long pour moi de réaliser ça parce que je suis vraiment un grand livre ouvert. Je m'ouvre vraiment souvent très, très vite aux gens que je rencontre. Puis souvent, je trouve que c'est trop. Puis j'ai associé ça à la capacité à être vulnérable. Mais je réalise que dans cette overshare-là avec les autres, il y avait vraiment une partie de moi qui se cachait.
parce que je livrais mon message, mon histoire en me basant ou en me cachant derrière un personnage vraiment très confiant. Fait que je disais des choses vulnérables sans me laisser voir être vulnérable. Puis ça, c'est très différent. Puis j'ai envie de pratiquer à le cultiver différemment à partir de maintenant. Particulièrement avec les gens desquels je me sens attachée, qui sont dans ma vie intime. Mais aussi, tranquillement, je sens que je développe un lien avec vous. Parce que plusieurs m'écrivent pour me partager ce que ça leur fait vivre, là, d'écouter mes épisodes. Puis des fois, j'ai droit à des témoignages vraiment émouvants. Puis j'ai tellement envie que ma vie professionnelle soit humaine. J'ai envie d'éviter de scinder mon humanité de ma sphère plus professionnelle. Puis en même temps, c'est important pour moi de garder une certaine vie intime parce que ma vie personnelle est à moi. Puis il y a d'autres gens qui n'ont pas nécessairement donné leur consentement, comme je le disais, face à certains événements vécus ensemble. Puis je considère que c'est sacré, tu sais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Et je pense qu'il y a une façon de danser à travers ces limites-là. Puis j'ai envie de le faire plus. Puis j'espère que, justement, mon partage d'aujourd'hui aura peut-être résonné pour certains d'entre vous. Fait que, pour terminer, j'ai envie de dire que pour moi, tous ces événements-là font partie de la mer que je m'apprête à être un jour. Puis si mon karma, j'ai envie de le dire comme ça, ma destinée, c'est de jamais être mère, je vais être prête à accepter que ça aurait été une motivation incroyable pour moi d'être une meilleure personne. Puis ça m'aura fait comprendre de comment un humain fonctionne, puis comment un humain se développe. Parce qu'en s'intéressant à l'éducation, à l'enfant, c'est à l'humain qu'on s'intéresse. À prendre soin de ses besoins, puis c'est quelque chose qui, pour moi, fera toujours sens. Donc voilà, mais j'avais envie quand même de vous laisser savoir que c'est tout un processus pour moi, puis j'espère vraiment un jour pouvoir vous dire que le moment est venu, puis que c'est enfin juste. Puis j'espère vraiment de le vivre d'une façon plus douce. D'avoir une expérience périnatale apaisante comme on en parlait avec Malika Bonapace. C'est sûr que mon souhait le plus cher, ce serait d'offrir justement cette expérience du nid évolué que j'ai commencé à explorer dans la série spéciale. Mais de plus en plus, je conscientise que je suis une humaine et que je suis donc faillible et que malgré toutes mes bonnes intentions, c'est certain que je ne serai pas capable d'offrir la perfection. Puis je pense que ça vient avec la maturité, ça aussi. Fait que je prends de l'expérience à travers d'autres sphères de ma vie. Puis, je trouve ça beau. C'est intéressant de voir que plus... En fait, moi, je me sens capable d'être parfaite face à l'idée d'être mère, plus je me sens prête à être mère parce que je me sens prête à accueillir qu'est-ce qui va être, peu importe. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est bon de vous partager tout ça. Écoutez, j'espère qu'on va se croiser à Enfanter l'évolution. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous êtes là-bas. Puis sinon, j'ai déjà hâte de vous retrouver en septembre prochain. D'ici là, je vous souhaite de jouer, d'embrasser la vie, de vous donner ce temps-là de relaxer. Je trouve ça vraiment beau, en fait, personnellement, de me donner ce temps-là. Puis si ça peut vous inspirer à faire de même, ça me ferait beaucoup de sens. Les Émergents, c'est ma nouvelle émission, mon
mon nouveau podcast qui me permet de partager ma passion avec vous. Mon nom, c'est Elisabeth Dufresne et je suis extrêmement reconnaissante de votre fidélité, de votre soutien. Et je tiens encore une fois à remercier du fond du cœur mon frère Étienne Dufresne pour la musique originale qui est tellement bonne. À chaque fois que la musique part, je suis emballée. Et à Florence Rivet pour son talent artistique qui est juste phénoménal. Je suis tellement heureuse. Ça faisait depuis le début de mon envie de faire un podcast que j'avais la vision que ça allait être Florence qui allait réaliser la couverture et c'est enfin arrivé. Donc, très heureuse, puis j'espère recollaborer avec cet artiste-là qui est juste incroyable. Si cet épisode-là vous a touché ou inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles ou un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour de vrai, ça fait vraiment une différence. Donc, merci de prendre le temps de le faire et aussi de partager les épisodes à des gens pour qui vous pensez que ça peut résonner ou sur vos réseaux sociaux en me taguant elisabeth.dufresne. Et pour moi, c'est une façon en fait de me dire que vous êtes à l'écoute puis que vous avez envie que l'aventure se poursuive. Je vous donne donc rendez-vous non pas dans 2 semaines, mais début septembre, donc à l'automne. Et d'ici là, je vous embrasse mes chers amis et on se revoit très très bientôt. Bon été, bon soleil.